OK, très bien. Donc, bienvenue à toutes et tous. Donc dans ce webinaire, prévu de 13 h à 14 h 30, sur, la présentation, échange, questions-réponses sur cet appel à candidature qui a été publié en décembre, 2025, pour, une installation de mission départementale d'expertise et d'information en communication alternative et améliorée, la CAA. Comme, plan du jour, de l'après-midi, nous verrons, 7 points, ensemble. À chaque point, nous pourrons, nous arrêter et échanger. Et je les remercie, des missions départementales ou des dispositifs d'expertise en CA qui sont présentes avec nous, lors du webinaire, qui pourront, aussi échanger sur, voilà, leur installation, leurs modalités, leur organisation. Nous irons, très concrètement, suite à une présentation de l'objectif général, les états attendus, voilà, les territoires, et les financements, les modalités de dépôt, concrètes, hein, des candidatures, sur, la démarche numérique, le calendrier, d'installation attendu, et puis le dernier point, ce sera là l'occasion d'aller, voilà, sur la mise en œuvre opérationnelle, des 6 missions, qui sont attendues par une, mission départementale dans chaque département. Donc tout d'abord, il y a des personnes dans la salle d'attente. Je les fais entrer, bienvenue. Nous sommes tout juste à l'introduction et donc voilà, très bref, rappel historique. L'ARS, Nouvelle-Aquitaine, par, voilà, par aussi, le côté ascendant des établissements, des associations de familles, de représentants de personnes, en situation de handicap, font remonter la nécessité de ce qui est devenu un droit fondamental, à savoir l'autodétermination et la participation des personnes en situation de handicap, hem, non pas seulement dans le fonctionnement des établissements ou des services qui les accompagnent, mais aussi au niveau de leur, accompagnement, leur projet de vie, leur choix de vie, autodéterminé. Donc depuis, maintenant 2015-2016, l'ARS a expérimenté puis a déployé, ce qui s'est opéré, au niveau national aussi. Ce sont les dispositifs, d'appui aux projets et parcours de vie qui se désignent désormais les facilitateurs de projets et parcours de vie, donc qui sont déployés dans les départements. Là aussi, s'il y a des questions à ce niveau-là, mais c'est à mettre en corrélation. C'était un des premiers dispositifs que l'ARS Nouvelle-Aquitaine a déployé. Il y a 58 postes, hein, de financés, répartis dans tous les départements. Et lorsqu'en 2023, nous avons pu avoir des crédits spécifiques à l'autodétermination et d'autres actions concrètes, nous avons fait le choix de proposer des dispositifs départementaux, d'expertise en communication alternative et améliorée pour proposer aux personnes qui en ont le besoin les outils alternatifs à la parole. Donc depuis 2023, il y a déjà on les présentera, tout à l'heure. Il y a déjà, 6 dispositifs qui ont été financés lors de l'appel à candidature de 2023, avec le cahier des charges très sensiblement similaire à celui qu'on a eu au niveau national, qui a été publié en 2025. Donc on était un peu en avance de phase comme on dit. Et depuis, les crédits 2025 supplémentaires, on a, là aussi fait le choix de pouvoir, proposer dans chaque département, cette mission. Donc c'est un des leviers, c'est important de le souligner. Nous sommes tous concentrés, sur, ce que l'on appelle aujourd'hui la transformation de l'offre, l'évolution, des pratiques d'accompagnement qui sont, voilà, très attendues sur l'autodétermination, la participation effective, pas seulement consultative, mais voilà, décisionnaire sur tous les choix qui sont faits, à propos des personnes qui, comme elles le revendiquent elles-mêmes, rien, sans nous, tout avec nous. Donc cet appel à candidature qui arrive, aujourd'hui est la deuxième vague de dispositifs départementaux pour une mission, départementale qui a comme, objectif général, voilà, comme je viens de le dire, le soutien à l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais également de leurs familles, de leurs proches aidants,
je gère en même temps l'accueil des personnes, des participants qui arrivent. Donc ce soutien à l'autodétermination, hem, non pas seulement dans les établissements médico-sociaux quand, les personnes ont, la chance d'y être accompagnées, mais aussi tous les espaces de vie, possibles, du droit commun, y compris. On y reviendra et donc cette mission départementale, d'expertise dans chaque département en Nouvelle-Aquitaine avec 2 fonctions principales, l'animation d'un réseau, départemental et puis un appui ressources, et d'accompagnement sur la mise en œuvre de démarches CAA et les outils qui s'y rattachent, heu, pas seulement auprès des personnes et des familles concernées, mais également des professionnels par sensibilisation, formation, comment cela s'organise, ainsi que des acteurs de voilà, de droit commun qui peuvent, être les services, publics. Là aussi, on y reviendra sur, les acteurs de droit commun possibles, mais il s'agit aussi de tout espace de vie, on un des dispositifs d'expertise, heu, c'est spécialisé par exemple dans l'accompagnement des musées ou des structures, de loisirs, d'accès à la culture et à l'art pour la retranscription, FALC par exemple ou, l'accès aux ressources artistiques qui sont, modélisées avec des outils, en communication alternative. Hem, cette fonction donc est légiférée aujourd'hui via une instruction, de juin 2025, donc qui, si les personnes présentes à cet appel à candidature, beaucoup d'entre vous l'ont certainement, lu, approfondi, qui vont, structurer les 6 missions, attendues. CA, si besoin était, très rapidement, hein, j'ai pas, connaissance des personnes qui s'intéressent à cet appel à candidature, mais s'il y avait besoin, très rapidement, la communication alternative est améliorée. Là aussi, dans l'appel à candidature, c'est présenté. Voilà, c'est tous les ensembles, c'est tous les, heu, les outils et les méthodes conçues pour aider les personnes avec des besoins spécifiques, non moralisantes, comme c'est spécifié, qui n'ont pas accès au langage parlé oral, et qui pourront, utiliser des outils sans aide technique. Voilà toute la panoplie des gestes, des postures, des expressions faciales. Tout est communication, comme, si on approfondit l'aspect de la définition de la communication au sens large. On peut même voir ça d'un point de vue historique. J'aime bien la citation au niveau littéraire de Victor Hugo qui disait que la parole est un vêtement de la pensée. Si je me permets cette petite, incise littéraire, c'est que, de manière symbolique et concrète, la parole, si c'est un des vêtements de la pensée, lorsque les personnes n'ont pas accès à la pensée est toujours présente. Il s'agit voilà, de l'habiller, de communiquer autrement que par la parole, avec ou sans aide technique. On pourra revenir sur les aides techniques si besoin est, notamment, toute là aussi la richesse des classeurs de communication, des images, des pictogrammes qui sont, très souvent utilisés et qui sont, une grande expertise des travailleurs sociaux, par exemple, qui accompagnent les personnes, les familles qui peuvent utiliser avec, beaucoup de ressources à ce niveau-là et qui peuvent aller jusqu'à des applications, des claviers, jusqu'à des commandes oculaires avec, là aussi des pictogrammes, des tablettes et cetera. Je pense qu'il a pas besoin d'aller plus loin, les participants, sont certainement majoritaires, pour connaître, de quoi il s'agit en termes d'outils à utiliser. Les publics concernés, rapidement là aussi, vous avez dû le voir, ce sont les enfants et adultes en situation de handicap, famille et proches aidants, mais aussi on insiste beaucoup à ce que vous soyez, les candidats, à proposer, les ressources et les outils, les orientations, et cetera, aux professionnels des établissements, et services, mais aussi tout acteur de droit commun. Les résultats attendus, donc c'est, la constitution d'une mission départementale, clairement identifiée, sur le département, l'animation d'un réseau d'acteurs engagés dans la CA, qu'ils soient experts ou en devenir, ou qui auront besoin, d'être informés, orientés. L'accompagnement direct des personnes et familles vers les solutions, de communication adaptée et la montée en compétences des professionnels
et des environnements. Les territoires concernés, sont ceux que vous, voyez à l'écran, donc ceux qui sont, pas encore dotés d'un dispositif en CA départemental, la Charente, la Corrèze et la Creuse, où il est attendu un projet interdépartemental, la Dordogne, les Landes, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne. Et pour chaque, département, là aussi à retrouver dans l'instruction, de manière personnalisée, mais ça va de minimum 95 000 à 100 000 € pour la constitution d'une équipe, dédiée ou d'un local ou d'une modalité d'intervention, ressources, heu, que vous pouvez, proposer. J'anticipe peut-être déjà pour ceux qui ont lu et approfondi, l'instruction, nationale qui évoque que, une mission départementale a vocation à être financée jusqu'à, 250 000 € pour être vraiment, sur une assise, territoriale. Il faut savoir, important de le souligner maintenant, que, les, crédits que l'on a aujourd'hui, avec ce choix de créer, une mission départementale par département, on aurait pu, comme certaines autres régions l'ont fait, choisir de créer des missions départementales entre 200 et 250 000 € comme l'instruction nationale, le souligne. Mais il n'y aurait eu, au vu des crédits que l'on a reçus, là, concrètement, on a 680 000 €, on n'aurait pu créer que 2 ou 3, 3, au moins 3, voire 4 missions départementales et les autres départements n'en auraient pas eu. Voilà, on est dans une perspective, à moyen et long terme, malgré voilà, l'actualité, politique, gouvernementale, sociale, économique. Il n'a pas été assuré que des crédits, prochainement seront octroyés pour enrichir ces crédits d'aujourd'hui. Ceci dit, ils sont annoncés comme étant prévus pour arriver à hauteur des 200 à 250 000 €, dans les 2 ans à venir. Parce qu'au niveau national, vous l'avez peut-être vu aussi, c'est l'objectif attendu avant fin 2027 qu'il y ait une mission départementale dans chaque département. Donc, c'est annoncé en tout cas, mais d'ores et déjà de proposer un projet qui constitue, voilà, une équipe dédiée. On pourra revenir sur les détails de ce qui est proposé, déjà. Une cartographie de ce qui est proposé déjà, ce sont les 6 dispositifs CA installés, qui ont été lauréats, de l'appel à candidature 2023 et qui sont présents presque tous. Donc là aussi, on pourra, lors des échanges, échanger avec vous. Donc, EMCA en Charente-Maritime. Donc, en bleu, comme c'est indiqué, ce sont les dispositifs CA qui ont pu, proposer les 6 missions sur lesquelles on se penchera, tout à l'heure. 6 missions qui sont, voilà, qui sont assez denses, qui ne sont pas uniquement, l'accompagnement et des démarches concrètes à accompagner auprès des personnes concernées, mais qui vont aussi, dans une des deuxièmes missions, on le verra, jusqu'à la sensibilisation des professionnels, la constitution et l'animation d'un réseau avec un comité territorial, et cetera. C'est comme ça, par exemple, que l'UNAPI 17 propose un dispositif CA très ciblé et uniquement, s'ils sont présents, ils pourront se présenter aussi, en échanger et ils ne sont pas missions départementales. C'est donc EMCA porté par Tréma, qui donc lui, un API 17 qui propose, des, outils CA en milieu, de droit commun, en structure de droit commun, notamment la transcription, FALC, et s'il y a plus d'outils à réaliser, ce dispositif expert en CA très ciblé est partenaire avec EMCA pour être un des experts, voilà, qui reste à identifier. De la même manière en Gironde, à Accessible, qui sont présents, aussi, on verra, c'est un coportage de 3 associations dont 2 organismes gestionnaires, qui a la mission départementale et qui s'appuie avec les expertises des équipes Éclate qui ont aussi été, lauréats du dispositif, 2023 avec, 3 équipes, leurs 3 équipes en Nouvelle-Aquitaine, de la Gironde, de la Charente et de la Haute-Vienne. En Lot-et-Garonne, un coportage, il n'y a pas de nom, encore à ma connaissance en tout cas
du dispositif départemental, mais qui portent la mission départementale. Et ce sont ces 4 opérateurs, GCSMS, Lot-et-Garonne, GCAM après, 47, et POP, qui se désigne d'ailleurs maintenant intervenants pairs, donc des représentants d'intervenants pairs en situation de handicap, qui font partie aussi de l'équipe. Et enfin, le 4e dispositif existant, RK64, porté par Harry Mock, et qui a la mission départementale aussi. Donc lors des échanges, on n'hésitera pas, hein, à les solliciter, ou lors des questions, qui pourront répondre mieux que moi sur l'organisation ou toute la mise en œuvre concrète des 6 missions attendues. Je passe aux modalités de dépôt des candidatures. Voilà, concrètement, la date limite est au 16 mars 2026. La démarche simplifiée, qui est en ligne aussi, si besoin, on pourra la repartager, pour déposer votre projet, qui peut être modifiable jusqu'à la date limite, avec un espace de messagerie intégré pour les échanges, pour les documents, avec chaque délégation départementale et moi-même. On se coordonne, donc on est une équipe. On profite pour resaluer à nouveau les collègues des délégations départementales ARS qui sont présentes, et qui pourront vous accompagner pour le dépôt final. Les coporteurs possibles, donc pour concrètement la mise en crédit des 95 à 100 000 euros, ce sont les gestionnaires des établissements médico-sociaux avec le code FINES. Ce sont des crédits, comme on les appelle dans le jargon, les crédits ONDAM, donc assurance maladie, qui ne peuvent pas être mis en paiement à des associations qui sont pour autant expertes en CA. Mais là, voilà, ce sont des crédits pérennes, qu'un seul porteur SMS ou plusieurs, selon le coportage et les configurations, peuvent bénéficier, avec des partenariats évidemment possibles, avec des associations ou des services d'expertise en CA. On pourra y revenir là aussi sur les configurations multiples. Et donc le calendrier, 16 mars, donc une commission de sélection avec audition des candidats sera effectuée fin avril. On n'a pas encore la date précise, mais pour précision, de la même manière que l'on attend des projets qui mobilisent l'expertise d'usage, les personnes concernées, les jurys de sélection seront composés aussi de personnes, donc on est en train de la constituer. La date précise arrive, fin mai, la notification des porteurs, et l'ouverture opérationnelle attendue est au 1er octobre 2026. Donc là, voilà, j'ai peut-être été un peu vite, mais c'était voilà, pour avoir au moins 1 heure d'échange sur concrètement comment cela se matérialise. Et là, vous pouvez voir dans cette, voilà, dans cette page l'ensemble des 6 missions attendues, avec comme éléments principaux qui sont développés dans le cahier des charges et de l'instruction. Voilà, l'inscription, lorsqu'il y a une communauté 360 installée, bien sûr, qu'il y a à s'inscrire comme membre cœur, participant à l'activation de solutions nouvelles ou d'accompagnement possible pour toute personne que la communauté 360 peut activer, en lien aussi avec ce qui est en train de se mettre en place dans chaque département aussi, c'est-à-dire le service public départemental de l'autonomie, SPDA, et la mobilisation très attendue des savoirs expérientiels des personnes concernées, pères aidants, intervenants pairs. On pourra y revenir lors des échanges aussi. Et puis, s'il est nécessaire et très important de souligner que ces démarches CA s'inscrivent donc comme ressources facilement identifiables dans son département, avec des kits d'information harmonisés. Donc chaque opérateur sélectionné, nous avons déjà commencé avec les dispositifs existants à concevoir de manière harmonisée, que chaque département, que chaque mission dans son département ne soit pas trop différentes l'une de l'autre dans on va dire les kits d'information, que ce soit les logos partagés, peu importe les désignations, pourvu qu'il y ait peut-être aussi sur la question de
Ce sera peut-être, on sait qu'on a pas mal de questions à ce niveau-là, c'est les critères de priorisation des demandes des personnes, parce que dès que vous allez être, identifié, vous allez être très sollicité. Donc est-ce que vous priorisez les personnes qui sont, sans solution ou très sévèrement en situation de handicap avec des attentes, les familles en galère à la maison qui n'ont pas, encore été sensibilisées à la CAA et cetera. Donc là, on harmonisera, des éléments ressources, et de communication. La deuxième fonction, promouvoir la CA et animer les acteurs clés dans son département avec un comité territorial trimestriel. C'est ce qui est inscrit et attendu dans l'instruction, trimestriel et après à voir à moyen terme, on pourra revenir sur les détails, mais qui est au moins un comité territorial, spécifique à la CA qui s'organise avec, une journée dédiée, annuelle. 3e mission, accompagner les personnes et les familles, donc comme je disais, au-delà d'être une ressource, l'activation de la mise en place d'outils CA1, avec des professionnels, du moins de l'équipe, heu, de la mission départementale qui soient formés à la CA1. Il y a des formations dédiées, là, on pourra en échanger aussi ou fournir des liens vers les formations qui sont les plus qualitatives, notamment au niveau de la démarche participative. On pourra y revenir aussi, c'est très important au niveau, de l'harmonisation, régionale mais nationale. C'est inscrit dans l'instruction encore une fois, cette, démarche d'outils CA1, parce que certains organismes de formation ou certains outils sont pas, par exemple, comme attendu au niveau de leur robustesse ou de leur référence, attendue, qualitativement, avec une file active, de 50 à 70 personnes en moyenne par, ETP, par, équivalent temps plein dans le dispositif. La coopération avec les acteurs du territoire pour accompagner la CA1. Donc là, c'est la cartographie des experts, en CA du territoire, avec, site internet. On y reviendra, mais on est en train de réfléchir à peut-être un site internet régional ou du moins si, chacun a son site internet, est-ce qu'on peut les incrémenter, voilà, pour harmoniser les ressources et avoir quelque chose d'harmonisé, là aussi. La montée en compétence des environnements, donc là, c'est organiser ou former, les personnels, des environnements, qu'ils soient médico-sociaux ou de droit commun et de participer à l'animation nationale. Ça, c'est la 6e mission. C'est pas forcément des réunions, très régulières, c'est surtout, voilà, votre expertise avec, via les rapports d'activité ou toute source et actualité que vous voudrez bien partager. Il y a un groupe expert national qui est à disposition et qui harmonise au niveau national toutes les, voilà, toutes les missions départementales avec certainement, comme ça a été le cas pour les facilitateurs de choix de vie, facilitateurs de projets et parcours de vie, voilà, c'est le comité interministériel du handicap, le CIH, des personnes en situation de handicap qui, harmonise, qui supervise, et qui anime ce groupe expert national à disposition, où il y a des établissements médico-sociaux représentés, des professionnels du moins médico-sociaux, mais, surtout et avant tout des, représentants de personnes concernées, des familles, expertes pour faire ce cadre commun, de sensibilisation et de formation à la CAA également. Donc, voilà pour la présentation, assez globale et qui reprend, hein, les idées forces de l'appel à candidature. Heu et là, je laisse avant tout ce sur quoi ce webinaire est dédié, à savoir les questions, échanges qui pourront être, par ailleurs, au-delà d'être enregistrés, alimenter une foire aux questions qu'on pourra mettre en ligne aussi, et dédiée à toute personne intéressée pour candidater. Dernier point, mais qui vous a peut-être pas échappé, c'est que dans chaque département, on attend, à ce qu'il y ait un seul, candidat, une seule candidature du moins avec des co-porteurs, possibles. Ça va dans le sens de la transformation de l'offre qui est à l'œuvre, pardon, et de plus en plus aller plutôt vers la coopération des acteurs sur les territoires, plutôt que la mise en concurrence, des établissements ou des organismes gestionnaires ou des associations qui puissent, dès le départ, et ça peut être, par la suite des associations qui peuvent se rajouter, s'enrichir selon vos projets, que ce soit, voilà, une candidature et que ce soit une coopération, un travail en équipe dans les territoires.
Donc n'hésitez pas s'il y a des questions d'emblée sur ces missions ou sur les points qu'on a pu, que j'ai pu présenter, juste avant. Est-ce que des questions sont là déjà? J'essaie de voir dans la conversation s'il y en a. Il y en a qui voient pas. Ah, je le vois un peu trop tard. C'est bloqué sur la slide 2, c'est ça? Non, là, on est bien sur la slide 10. OK. Avec les 6 missions attendues, vous voyez bien après? OK, merci. C'était peut-être le laps de temps avant que ça n'arrive. Est-ce qu'il y a des questions sur, sur chacune des missions? Si vous le souhaitez, je peux, oui? Docteur Harmonet? Oui, oui, bonjour. Merci Bonjour. pour votre présentation. Donc, moi, je suis médecin de médecine physique et réadaptation à Limoges, au centre hospitalier Esquirol et au CHU. Je m'occupe de la filière pluripolyhandicap, qui est une filière multicentrique pour la région Limousin et du SMR pédiatrique. Et je tenais quand même à faire remonter les besoins qui avaient déjà été identifiés par l'enquête du CREAI, qui montrait que le public qui était le moins doté en outils de C2A, c'était les cérébrolésés, hein, puisque 69% des patients n'avaient pas accès. Et ensuite, c'était les personnes en situation de polyhandicap. Je tiens aussi à souligner le caractère absolument décisif de la C2A chez les enfants, puisque ça permet non seulement l'accès à la communication, mais aussi aux autres apprentissages et notamment à la scolarisation. Hein, on avait fait un travail sur ce sujet avec l'ILFOMER il y a plusieurs années et on avait vraiment montré qu'il y avait une association entre l'accès à la C2A et l'accès à la scolarité, ce qui est toujours un enjeu majeur aujourd'hui, en tout cas dans les enfants que je vois. L'autre aspect, c'est que dans le rapport du CREAI, il montrait que seulement 3% des patients utilisaient finalement un outil de compensation numérique. Or, on sait que c'est bien plus performant, beaucoup moins coûteux au niveau énergétique pour la personne et qu'on peut exprimer davantage de choses sur ces outils-là. En pratique, on a encore énormément de mal à les faire acquérir parce que les MDPH notamment ne suivent pas sur les remboursements en tant qu'aide technique. Donc moi, sur les dizaines d'outils préconisés, j'en ai même pas une poignée d'enfants qui a pu être équipés correctement. Donc il y a un vrai souci d'égalité des chances parce que ce sont les parents qui peuvent financer les outils qui équipent leur enfant, ce qui, à mon avis, n'est pas un système durable. Et le dernier point de vigilance, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en dehors des établissements médico-sociaux, donc notamment des enfants qui attendent des places en CESAD ou en établissement, mais aussi des personnes en situation de polyhandicap qui sont à domicile. Et là, elles sont vraiment très, 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 très loin des dispositifs de C2A. Et même en structure, moi, je suis beaucoup de personnes qui sont en masse ou en foyer de vie, où il y a des ergots à tout petit temps. Et quand je leur dis, quand même, là, il y aurait des possibilités de mettre en place des outils de C2A, on me répond, bah oui, mais nous, c'est pas possible parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, c'est trop chronophage. Donc voilà, pour moi, il y a tous ces besoins-là qui sont vraiment des besoins très, très présents sur le terrain, qui ne sont pas encore couverts. Et voilà, je voulais vraiment avoir euh, une garantie que ces nouveaux dispositifs permettront de répondre à ces besoins. Oui. Merci pour votre, intervention. En effet, je n'ai pas présenté de manière approfondie, par rapport à la durée aussi, tout le diagnostic et toute la genèse de ces missions départementales qui apparaissent, au final assez récemment.
sur l'installation, mais toutes les études, et là je vous ai partagé les références Mm. qui ne sont pas exhaustives, mais qui s'appuient sur le diagnostic que vous présentez. Voilà, si vous le voyez à l'écran, donc vous pouvez, pour les candidats ou pour appuyer ce que vous venez de souligner, en effet, dans les publics prioritaires, personnes cérébrolésées, ou polyhandicap, où ce sont ces personnes et et leurs représentants d'associations de personnes concernées qui ont pu le faire remonter, en plus de l'étude CREAI, alors en Occitanie, mais aussi vous faites référence à celui de la Nouvelle-Aquitaine, Ouais. euh, qui, euh, qui a été, je ne crois pas l'avoir oublié, j'espère pas. Non, je l'ai aperçu. Euh, mais ça, c'était Occitanie. Bon, en tout cas, il y a au-delà des Il est là. recommandations aussi. Barbara, le recensement d'outils. Hop, Guy Pérédance. Bon, je le rajouterai, je crois qu'il était pourtant dedans. En tout cas, celui du CREI Nouvelle-Aquitaine sur la CAA, les outils et les professionnels qui remontaient ce que vous dites à l'instant. Pour répondre concrètement, avant de laisser peut-être d'autres personnes échanger, les missions départementales qui sont déjà installées, celles à venir, nous allons constituer aussi cette ressource et convenir ensemble quelles sont les personnes prioritairement auprès de qui intervenir. Et ces missions départementales ont cette mission justement de pouvoir ne pas laisser de côté toutes personnes qui n'ont pas accès à la parole pour échanger. Donc, je vais prendre de manière un peu globale, mais ça va être votre rôle de mission départementale justement et d'expertise que de pouvoir faire remonter et acter et harmoniser nos interventions vers les personnes prioritairement à accompagner et comment ça s'organise sur le, sur chaque territoire. Il y avait Monsieur Ekman qui voulait peut-être intervenir à ce sujet-là aussi. C'est madame. Madame, pardon. Mais c'est pas grave. Pas Excusez-moi, de je voyais souci. que le P du prénom. Pas de souci. Madame Ekman, pardon. Oui, bonjour. Alors, juste une question par rapport au volume financier que vous avez évoqué. Effectivement, donc on est en Dordogne, on est sur 100 000 euros. A envoyé le mail. Pardon. Donc, du coup, est-ce que c'est envisageable dans la réponse de procéder à d'imaginer une montée en charge du dispositif et de pas forcément être en mesure, parce que du coup, pour avoir commencé à réfléchir avec les collègues sur ce socle financier-là, la capacité à embrasser d'emblée les 6 missions attendues nous semble fort complexe pour en avoir aussi échangé avec des collègues qui portent déjà la mission départementale. Et donc, est-ce que c'est envisageable de proposer un calendrier de montée en charge qui suivrait une montée en charge financière? Ou est-ce que vous attendez d'emblée, ou une volumétrie, voilà, si jamais mais, ou est-ce que vous attendez une réponse sur les 6 axes dès le dépôt du projet, et quitte à ce que les volumétries soient ajustées dans le temps en fonction des crédits complémentaires qui seraient donnés? C'est plutôt ce dernier point. Comme on n'est pas assuré d'avoir les crédits qui pourraient faire en sorte que chaque mission départementale arrive au crédit de 200 à 250 000 euros, comme préconisé dans l'instruction nationale, on est vraiment sur une équipe qui propose, dans tous les cas, une réponse sur les 6 missions attendues, qui s'organisent et qui soient force de proposition. Et ensuite, on a bien conscience, je peux laisser d'autres dispositifs installés y répondre, hein, la porte d'entrée principale à laquelle vous pourriez répondre plus qu'une autre, ça peut être dans votre calendrier, du coup, mise en priorité. Concrètement, être une ressource identifiable. Alors, je le remets en visibilité pour nous remettre sous les yeux de quoi il s'agit. Hop. Voilà, c'est 6 missions de faire avec les crédits et le temps qui vous est possible, la ressource que vous avez à avoir et les orientations. Et vous pouvez très bien avoir la porte d'entrée
prioritaire vers l'accompagnement des personnes avec des professionnels dédiés au suivi. Et peut-être une coordination aussi avec des opérateurs et une identification cartographiée des experts existants sur le département pour pouvoir les orienter, parce que c'est peut-être autant une question de coût d'accompagnement et de temps consacré à toutes les demandes qu'il s'agit de quantifier, mais aussi de mise en œuvre d'outils CA qui peuvent être coûteux pour les personnes elles-mêmes, et qu'est-ce qu'il reste à charge pour les mettre en place. Notamment quand il y a des prêts de matériel, par exemple. C'est vrai que le budget dédié pourra peut-être vous faire obtenir des crédits pour avoir une outil tech CA, ou peut-être pas. Et du coup, comment voir avec les partenaires existants comment les personnes ou des professionnels peuvent en bénéficier. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord, si, je comprends. Merci. Mais en tout cas, oui, la proposition, la candidature doit présenter les 6 missions. Et si ce n'est pas forcément en termes de financier uniquement, en termes de calendrier, en revanche, vous pouvez tout à fait, de manière opérationnelle, énoncer que la première année, vous aurez peut-être la porte d'entrée principale de répondre aux personnes qui sollicitent votre équipe, avec peut-être 1,5 ou 2, ou au moins 2 personnes ETP, et d'être sur cette priorité d'accompagner les besoins de démarche CA. Merci. Dans l'ordre, il y avait Madame Hilero. Oui, Isabelle Hilero, je suis donc responsable d'un des dispositifs qui a été déployé il y a 1 an, donc sur le 17. Et c'était juste pour témoigner effectivement le fait que très rapidement, on s'est trouvé dans cette vigilance à trouver le bon équilibre entre les accompagnements directs auprès des personnes et de leur entourage et contribuer à la montée en compétence des professionnels et notamment des ESMS. Donc, c'est vrai que d'axer que sur l'un, bah, c'est un puits sans fond. Enfin, c'est pas tout à fait juste de dire comme ça, mais en tout cas, c'est réussir à permettre la montée en compétence des ESMS pour pouvoir justement avoir une file active qui soit plus centrée sur les personnes qui ne sont justement pas en ESMS. Voilà, essayer de trouver cet équilibre-là qui est pas évident avec l'enveloppe dont on dispose, avec les moyens dont on dispose. Et après, c'est vrai que c'est peut-être aussi en fonction de la réalité du territoire. Nous, à notre connaissance, sur notre territoire, on n'a pas pour le moment beaucoup d'experts CA et encore moins d'intervenants CA qui soient formés, certifiés, intervenants CA. Peut-être que sur certains territoires, il y en a déjà plus et sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Après, moi, pour le moment, sur la mission 6, je suis pas très, très au clair sur notre action sur cette mission 6. Parce que pour le moment, j'ai l'impression que celle-ci, elle n'est pas forcément très activée à ce jour. Mis à part, enfin, moi, je la vois plus pour le moment, les temps de réunion qu'on peut avoir en région. Mais au niveau national, à part être en veille sur les avancées qui peuvent exister. Mais voilà, donc j'avais à la fois un éclairage à apporter par rapport à notre expérience et un questionnement sur la mission 6. Merci pour votre précision, parce que c'est en effet important de souligner et de rappeler que la mission départementale est avant tout une mission ressource, et qu'elle ne se substitue pas aux intervenants CA experts qui pourraient accompagner la mise en place et la recherche et le prêt d'outils CA dont les personnes auraient besoin, mais d'être bien dans cette identification des acteurs qui pourraient le faire déjà, et d'être avec des professionnels formés à la CA qui peuvent, si ce sont des personnes notamment concernées qui sont en établissements médico-sociaux,
comme vous le disiez, Madame Hilero, en tout cas je l'ai entendu comme ça, c'est que les professionnels ou les établissements ou les services qui accompagnent déjà les personnes sont censés être compétentes pour mobiliser des ressources en communication alternative et améliorée, et donc sans ingérence évidemment, mais être une ressource aidante et peut-être à rappeler auprès des établissements médico-sociaux toutes les ressources existantes qu'ils pourraient mobiliser et créer. Donc il ne s'agit pas de répondre et d'accompagner peut-être la centaine de personnes qui vous sollicitera en tant que mission départementale. Mais en termes de réponse, ça peut s'arrêter entre guillemets à l'orientation et au partenariat à mettre en place avec les experts identifiés existants sur le territoire, encore une fois. Et mobilisant très concrètement s'il y a des crédits, voilà, les outils notamment numériques ont un coût important pour une famille ou pour une personne. C'est comment l'accompagnement peut se faire aussi au niveau de la recherche de crédit avec un reste à charge moindre et toutes les mobilisations de la PCH entre autres, qui n'est peut-être pas suffisante pour tout financer selon les personnes, mais voilà, que les financements soient pas issus de votre budget pour la mise à disposition d'outils CA par exemple. Alors nous, on le fait quand même déjà parce que il y a pas forcément d'autres équipes en capacité de prêter tout le matériel. Donc on sait quand même constituer quand même un parc d'aide technique que l'on prête pour aussi vérifier que c'est le bon outil, que c'est l'outil le plus adapté pour la personne. Et peut-être pour compléter quand même, pour le moment, l'enjeu il est fort parce qu'à la fois dans les ESMS, il n'y a pas forcément beaucoup de professionnels formés à hauteur de ce qu'on pourrait attendre aujourd'hui. Donc il y a des professionnels qui sont formés sur des outils à objectifs ciblés, mais pas forcément sur quelque chose de beaucoup plus complet. Donc il y a cet enjeu-là de permettre cette montée en compétences et en même temps, comme l'évoquait la première personne, la première intervenante, il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas en ESMS et qui ont des besoins très importants et pour lesquels il est important que, en tout cas aujourd'hui, nos dispositifs interviennent parce qu'il n'y a pas forcément de ressources en libéral, par exemple, pour accompagner ces personnes sur ces sujets-là. Donc, il y a des besoins importants dans tous les lieux. Et on n'a pas évoqué le droit commun, mais du coup, là aussi, ça, c'est énorme. Donc, voilà, c'est trouver le bon équilibre dans tout ça. Mmh. Et pour répondre à la 6e mission, participer à l'animation nationale, il s'agit, là c'est très minime, hein, ce sera peut-être 1 à 2 fois par an que vous recevrez voilà, tout simplement une participation à une étude nationale par exemple, ou une journée nationale qui peut se réaliser en webinaire et avoir un exemple, des illustrations avec les personnes concernées qui peut être demandé. Le cadre commun, voilà, c'est peut-être votre avis à faire valider, qui pourra transiter par notre animation régionale aussi, sur ce cadre commun de sensibilisation et de formation, par exemple. D'accord. Toutes les ressources d'organismes de formation et de références qui sont aujourd'hui recommandées, ne serait-ce que rappeler voilà, les recommandations de la HAS, par exemple, les outils attendus, l'acculturation des outils par les professionnels, c'est aussi une des missions départementales. Si on en revient à un système coopératif, tout ne va pas reposer sur les épaules de la mission départementale en termes d'accompagnement de toutes les personnes à la CA1 et des professionnels et du droit commun, où là ce serait un chantier, effectivement, une responsabilité insurmontable, 250, même 200 000 euros suffirait pas. Donc c'est vraiment comment la communication, l'acculturation des professionnels soit généralisée si des équipes, des services ne le sont pas déjà. Donc sans minimiser l'ampleur des
des missions à mettre en œuvre, on peut relativiser sur le degré d'investissement et de temps consacré à chaque projet personnalisé, notamment. Monsieur Bouquet? Oui, bonjour Monsieur Gargaud. Merci Bonjour. beaucoup, c'est très clair. Alors, j'ai une remarque, mais pardon, je suis Thomas Bouquet, je suis directeur régional APF France Handicap depuis quelques mois, et je vais faire une remarque au titre de mon ancienne fonction de directeur du CRA Île-de-France, du CREIF. Parce qu'il y a un enjeu derrière la CA, mais qui est complémentaire, qui est l'évaluation continue, l'évaluation fonctionnelle continue, ce qui permet quand même de mettre le bon outil au bon endroit et pas de se tromper d'outils dans l'accompagnement. Et par pratique, j'ai vu des outils dans des placards. Mais je pense qu'au sein du Teams, on est nombreux à l'avoir sûrement pu le tester. Voilà, c'est plus un souvenir de mon ancien métier. Et en nous écoutant, finalement, effectivement, il y a un enjeu d'animation du département et donc de coportage, vous l'avez dit, il y aura une seule réponse. Du coup, moi, je me permets, je n'ai pas la science infuse sur le sujet et je sais que c'est complexe de mettre tout le monde d'accord. Mais une fois que le team s'est terminé, c'est comment on se met au travail pour avoir des réponses territorialisées. Moi, je peux vous parler d'un sujet sur les Landes que je connais un peu mieux que les autres pour le moment. On est en train d'essayer humblement, avec des guillemets, de se coordonner pour avoir une seule réponse. Et bon, à l'occurrence, comme on est tous du territoire Nouvelle-Aquitaine, là, je propose que derrière ce temps de réunion, on ait une réunion plus opérationnelle, non pas sur le fond, parce que effectivement, le fond sous-tend la mise en œuvre du cahier des charges avec des degrés d'intensité. Mais on est beaucoup d'experts au sein de ce groupe pour quand même, je pense, maîtriser le fond. Pour autant, il y a le fond sur l'animation du dispositif. Et on sait que ce n'est pas simple d'animer un dispositif local ou départemental ou territorial. Et pour autant, ça me paraît essentiel. Donc voilà, je mets au pot commun ma remarque. Et si on peut se parler pour commencer à regarder l'enjeu technique finalement d'animer le dispositif avec les opérateurs qui constituent le groupe, je suis partant. Voilà, je voulais l'exprimer simplement. Et selon les disponibilités, je ne vais pas m'avancer pour mes collègues en délégation départementale, selon le temps qu'ils peuvent réaliser, si ce serait quel département la candidature à laquelle vous pensez pour le coup actuellement? Aujourd'hui, nous, là aussi en transparence, on discute dans le département 40. J'ai mes collègues directeurs, directrices qui sont là. Il peut y avoir d'autres dynamiques où la présence d'APF fait qu'on peut être dans une dynamique partenariale. On a au moins 3 départements de mémoire sur lesquels on peut s'investir. Mais je pense qu'effectivement, la question, c'est comment on s'investit collectivement pour éviter d'avoir des one-shots ou des réponses avec des lettres de recours, parce qu'on a tous répondu à des appels à projets ou des AMI. On sait pertinemment que derrière, des fois, une lettre de recommandation, il n'empêche, on renforce un seul opérateur. C'est un peu le cours d'histoire, hein. Je ne jette pas, je ne suis pas de jugement de valeur là-dessus. Mais là, en l'occurrence, il faut qu'on aille plus loin. Et donc, sur les départements concernés, je propose, mais c'est sûrement des choses qui sont enclenchées, donc je le renforce. Ok, après, concrètement, suite à ce webinaire, encore une fois, selon la disponibilité de mes collègues, selon le département et la délégation départementale disponible, peut très bien être demandé, peut-être après un premier temps, peut-être d'échanges entre opérateurs qui s'accorderaient, de pouvoir nous solliciter pour une visio d'1 heure. Et si mes collègues dans le département ne sont pas dispo, moi je suis dédié à ça au niveau régional, on peut en échanger, tout en C'est une partageant très bonne évidemment idée. les informations. Je valide, en tout cas, je valide ouais. à 200%. Merci pour la Voilà. proposition. Donc voilà, concrètement, ça peut être ça, et ça s'est déjà fait dans d'autres départements, et on peut le faire, et je le répète, encore une fois, avec mes collègues qui sont en ligne, qui sont avec beaucoup de tâches déjà, donc sur cette AAC en particulier, si ne pas le faire, en restant en communication avec elle, moi je reste disponible, soit en visio, ou aussi, comme je le mentionnais, au niveau pratique, dans ma démarche numérique, vous pouvez présenter une esquisse du projet avec des questions, on peut faire des retours de mail, je suis là-dessus jusqu'au 16 mars disponible. Merci beaucoup. Pour revenir, alors, Madame Armonet, docteur Armonet, pardon.
Excusez-moi, oui, j'avais double-cliqué, ça m'a mis 2 mains, mais non, juste quand même pour rebondir, dans les personnes ressources, il manque vraiment cruellement d'orthophonistes spécialisés. C'est ce que disait Madame Hilero. Et moi, je pense qu'on ne peut pas se passer dans ces équipes expertes d'orthophonistes, parce que en libéral, il y a des gens de très bonne volonté, mais ils n'ont pas les équipements. Encore une fois, c'est chronophage. Et ce qui est le plus compliqué, finalement, c'est le diagnostic au départ et la mise en place initiée. Ensuite, je pense qu'effectivement, les suivis et l'appropriation des outils, ça peut être tout à fait réalisé par les équipes qui suivent en médico-social les personnes habituellement. Mais vraiment, il y a la mission de diagnostic qui est mise en place, qui doit nécessiter une orthophoniste. Je ne vois pas comment faire de communication sans orthophoniste. Mmh. Là, je rebondis, c'était un des points qui a déjà été soulevé avec les dispositifs existants en place depuis l'an dernier. Et on a, par exemple, en ARS, évidemment, on a la liste de tous les orthophonistes en poste, en place, actifs sur la Nouvelle-Aquitaine et dans chaque département. Et ça peut être l'occasion, ensemble, de faire ce diagnostic, quand je dis ensemble, voilà, au niveau régional et départemental, ce diagnostic itératif des offres existantes et des offres manquantes en termes d'orthophonistes ou en termes de packs matériels mobilisables. Je ne sais pas si les équipes éclates sont présentes, mais les équipes éclates ont été retenues en tant que lauréats pour avoir aussi un pack de prêts d'outils dans les départements où ils interviennent du moins. Il y a peut-être des équivalents d'experts qui ont des prêts d'outils ou des professionnels orthophonistes existants aussi qui ont ces ressources à mobiliser dans l'accompagnement des personnes ou des professionnels qui vous sollicitent. Donc, je ne sais pas si ça répond en tout cas à votre remarque, comme quoi il manque cruellement d'orthophonistes comme tout autre libéraux, on le sait bien. Ça a cette fonction aussi, la mission départementale, notamment dans cette mission 6, que de participer à l'animation nationale et faire remonter dans ce groupe d'experts tous les manques, comme toutes les offres qui seront à valoriser par ailleurs. J'ai Madame Pelletier. Oui, alors donc moi je suis Madame Pétier, je suis la directrice générale de l'association APSA donc à Poitiers. Donc nous, on est déjà 10 acteurs autour enfin 10 gestionnaires d'établissements autour de la candidature. Mais effectivement, notre difficulté sur le mode collaboratif, sur la mise à disposition, entre guillemets, de ressources humaines et techniques, bon, enfin, même si je trouve qu'il y a peu, en vérité, parce que forcément, nous, dans le domaine du sensoriel, on a beaucoup, mais on voit effectivement des collaborateurs, des directeurs qui nous disent qu'ils sont vraiment débutants et du coup, ils n'ont pas de matériel, pas forcément de référence EA, etc. Donc, la marche est quand même relativement importante. Et puis, notre difficulté aussi, comme l'a pointé 2 autres personnes, c'est la ressource. C'est-à-dire que moi, ce matin, j'étais avec le dispositif Éclat, en CA, ils n'ont rien. Donc, on a bien vu dans l'instruction qu'il n'y a pas la partie évaluative, sauf qu'effectivement, nous, on n'arrive pas nous-mêmes à avoir d'orthophonistes dans nos établissements. Les orthophonistes libéraux sur la Vienne, c'est quasiment 1 an et demi d'attente. J'allais dire que l'animation territoriale, le mise en commun, la communauté de pratique, tout ça, il n'y a pas de souci en tant que tel majeur. Ce qui va vraiment nous manquer, effectivement, intramuros dans chaque territoire, c'est la ressource. Et là, très clairement, j'en ai pas trouvé, mis à part l'équipe relais, qui a un petit peu d'outillage et un peu de compétences. Mais en fin de compte, une personne qui arriverait, une famille, un enfant, un adulte, en termes d'orientation, on serait véritablement très limité. Alors, établissement, on va se structurer, enfin, on va pouvoir s'entraider, mais si la personne est à domicile, là, je trouve qu'on va être très, très pauvre en réponse, très, très pauvre. Bon, c'est bien entendu. Peut-être avant de laisser la parole dans l'ordre, je ne sais pas si Madame Mendibourg voudrait réagir aussi, mais du coup, je tends la perche sur le fait que les experts professionnels
habilités, formés dans ce métier, les orthophonistes, les ergothérapeutes ou des professionnels, travailleurs sociaux, médecins qui sont formés à la CA sont évidemment en manque manque de nombre de ces ressources professionnelles. Mais il y a aussi les associations de personnes concernées, dont dans des familles, dont des parents, qui peuvent être sur certains points en tout cas mobilisables aussi, sans, je veux souligner là l'expertise d'usage qu'il y a potentiellement aussi à rétribuer ou avec qui mettre des interventions. Je ne sais pas si vous en avez identifié. C'était aussi pour ne pas oublier ces ressources qui sont tout aussi valables et expertes que des professionnels qui sont en manque sur les territoires. Il ne faut pas oublier ça. Je ne suis pas en train de dire remplaçons les professionnels par des intervenants pairs ou des personnes concernées. Absolument pas. De plus en plus, c'est reconnu en plus pour la parenthèse au niveau national là aussi, c'est à mettre en corrélation, c'est la formation des personnes concernées qui se forment, qui mobilisent en lien avec, on l'a pas cité, mais Isaac francophone, qui a des ressources, du moins sur toutes les ressources et les outils qu'on peut fabriquer chez soi assez facilement, sans les dénigrer, au contraire, qui sauvent ne serait-ce que le rythme de vie des familles, etc. Voilà, c'était juste pour souligner qu'il y a ces ressources de personnes dont on n'a pas conscience, et c'est en lançant, en publiant en 2023 le premier appel à candidature sur les dispositifs CA, que l'on a découvert toutes les ressources qu'on n'avait pas pu identifier, soit en tant que professionnel ou en tant qu'ARS, et qui sont à mobiliser. Donc voilà, je fais attention à ce que je dis, hein. Je répète, Oui, non, mais vous le avez fait que raison. c'est les professionnels, mais la mobilisation, et c'était pour, avant de laisser Oui. la parole dans l'ordre, je sais pas si Madame Mendibourg, qui au niveau de la Gironde, a justement cette expertise, entre autres, d'une des associations expertes en CA en Gironde, qui opère de cette manière-là aussi en les sollicitant. Enfin, je me Oui, permets. oui. Mais du coup, je vais aller un petit peu dans le même sens de ce que vous voulez nous préciser. En fait, c'était l'expertise d'usage, en tout cas le soutien que l'on a, nous, dans notre coopération avec des intervenantes familiales et certifiées en CA, c'est qu'en fait, ces personnes-là, elles ont réussi à mobiliser une démarche CA pour leurs enfants, et elles arrivent à mobiliser, à se servir de cette expérience-là auprès de d'autres familles sans se sentir dépendante de la présence ou pas d'une orthophoniste. Je dis ça parce que effectivement, nous aussi, dans notre réponse initiale, on avait bien entendu identifié le besoin d'avoir une orthophoniste au sein de l'équipe. La réalité fait qu'on n'a pas réussi à pourvoir le poste, et que finalement, en même temps qu'on commençait aussi à s'implanter, à avoir un petit peu les premières sollicitations et aussi les premiers contacts en termes de maillage territorial, etc., on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de choses qui pouvaient se faire sans les orthophonistes, c'est-à-dire que entre guillemets, cette dépendance à ce métier qui est identifié depuis le départ comme étant l'experte métier de la communication, je pense que ça a été aussi un facteur dans les établissements médico-sociaux du manque de mobilisation sur la question de la CA. C'est-à-dire que si on a une orthophoniste, il y avait des choses qui se passaient. Si on n'en a pas, il ne se passe pas. C'est-à-dire que la question de la CA est, de mon point de vue, peut-être un peu trop localisée, effectivement, au sein des cabinets d'orthophonistes, etc. Et que finalement, la pénurie en la matière nous amène aussi à créer d'autres types de réseaux qui, à l'usage, montre que c'est aussi possible. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais c'était voilà, pour aussi aller dans le sens que le fait d'avoir des pénuries d'orthophonie, ce n'était pas forcément un frein dans toutes les situations, et que la question du diagnostic aussi, ce n'était pas forcément dans la démarche CA, en tout cas nous, telle qu'on souhaite l'apporter avec l'association de famille qui coopère sur la réponse girondine. C'est une réponse qui est avant tout un diagnostic situationnel, un diagnostic au niveau de l'écosystème autour de la personne, et qui, certes, peut s'appuyer sur un diagnostic fonctionnel, sur des facteurs plus individuels, mais qui n'est pas dépendant exclusivement de ce passage-là. En tout cas, il n'y a pas une hiérarchisation sur cette fonction diagnostique individuelle et technique. Merci pour votre précision, et je me permets de souligner, ça peut être aussi une
une idée très pertinente que vous avez proposée dès le départ dans votre réponse à l'appel à candidature, Madame Mendibourg, avec votre équipe, c'est des ambassadeurs, tel que vous les avez appelés avec le jeu de mots, et qui peuvent être des professionnels, soit issus de votre établissement porteur ou d'autres établissements, et qui sur le département peuvent être des professionnels formés à la CA, comme peut-être des intervenants, pères, familiaux, qui ont cette expertise et qui sont, on va dire, un peu un relais de ressources, comme une équipe un peu élargie, c'est ça? Oui, oui, absolument. Enfin, du coup, ça me fait revenir un petit peu aux premières remarques et interrogations qui ont été formulées. C'est-à-dire qu'effectivement, surtout avec un budget de départ de 100 000 euros, on peut être un peu effrayé sur les attendus en termes de mission. Et il me semble aussi, avec le petit recul d'une petite année à peine sur la Gironde, c'est qu'en fait, l'enjeu principal pour moi, c'est effectivement le maillage territorial, la cartographie des expertises. Et c'est là qu'on est effectivement assez étonné de voir que finalement, il y a quand même pas mal de choses existantes. Parce que si on ne se centre au départ que sur la question accompagnement des personnes, que celles-ci soient accompagnées déjà par des ESMS ou de manière un peu plus isolée à domicile, etc., on évite, enfin, on voit bien que le risque est d'être très vite saturé, en fait, comme si on était finalement un super cabinet libéral avec enfin, une équipe pluridisciplinaire et finalement, bah, la saturation arriverait très, très vite et on serait tous très frustrés de ne pas pouvoir répondre aux sollicitations. Donc, pour moi, la solution, elle est avant tout, et si on devait hiérarchiser un petit peu dans les planifications, les missions attendues, pour moi, c'est avant tout les missions, on va dire, 4 et 2 à mettre en avant pour pouvoir favoriser notamment la 3. Enfin, je ne sais pas comment. Parce que si on se centre au départ que sur la 3, si on ne mobilise que cette question-là, enfin, vraiment, enfin, je pense que la saturation arriverait vite, quoi. Mmh. Et alimenterait aussi la 1 et la 2, puisque ce serait comme une équipe, immense équipe territoriale qui serait à disposition, et comme vous le dites très bien, de considérer la mission départementale pas comme un super cabinet de libéraux intégrés à l'intérieur, mais bien voilà, comme un orientateur des ressources, vers les ressources existantes, tout en gardant le lien d'accompagnement des personnes qui vous sollicitent. Merci pour la précision. Si on revient dans l'ordre des demandes d'intervention, j'ai Madame Mélina, pardon, je ne vois pas votre nom, Madame Munoz? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Mélina, donc ergothérapeute au sein d'une des équipes déjà en place, qui est l'ERCA. Et je voulais rebondir par rapport justement à l'intervention des orthophonistes. Alors nous, on a la chance d'avoir une orthophoniste dans notre équipe. Mais effectivement, je vous rejoins dans le sens où ça constitue pas un cabinet libéral parce que l'intérêt quand même d'être donc on intervient beaucoup en binôme sur les situations, mais c'est d'être justement cette ressource pour avoir des éléments d'information et laisser la place à l'accompagnement. Mais nous, comme vous disiez, on n'a pas de rôle de suivi au long terme. On ne se substitue pas aux personnes qui peuvent être déjà en place. Donc c'est vraiment un échange de connaissances, de pratiques qui font qu'on peut au final accompagner la personne sur un court terme et plutôt correctement. Donc après, pour certains, il y a la possibilité d'un accompagnement qui s'ajoute avec des orthophonistes libéraux. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais vraiment, c'était pour mettre en lumière que effectivement, même en fonction des professionnels qu'il peut y avoir dans vos équipes, ça ne va pas constituer, entre guillemets, un- une structure qui fonctionne sur le principe du libéral. Merci beaucoup. Et dans les Pyrénées-Atlantiques, et donc
bien installé aussi. J'ai Madame Ekman, vous avez levé la main aussi? Oui, j'ai Oui, relevé la main. relevez la main, Je suis désolée. Non, au simplement contraire. pour dire que du coup, dans les travaux qu'on a initiés en Dordogne, et d'ailleurs on a accueilli l'association Harry qui est venue nous parler d'accessible, et ça a été très aidant. On s'est posé la question de la place de la communauté 360, alors qui doit être membre cœur, si j'ai bien tout lu et compris dans l'instruction, mais on se posait aussi la question du lien presque consubstantielle, et notamment d'une capacité à pouvoir saisir la C2A ou cette mission départementale à partir de ce numéro communauté 360 qui, en Dordogne, mais peut-être c'est le même cas ailleurs, n'a pas forcément une place tout à fait définitivement acquise ni complètement installée aujourd'hui, Hmm. et un dispositif qui est encore en cours d'installation, et ça nous semblait intéressant de pouvoir en faire plus qu'un membre cœur, vraiment une porte d'entrée qui permet de saisir voilà, le dispositif. Est-ce que d'autres projets prévoient ça ou travaillent autour de cette question-là? Nous, ça nous semblait intéressant en termes de consolidation aussi de ce numéro d'appel, et puis de mise en visibilité par rapport à une approche polyvalente aussi. Peut-être avant de laisser la parole aux représentants des dispositifs existants, parce que les communautés 360, il y en a 10 sur les 12 départements qui sont installés aujourd'hui, et tout ont un fonctionnement un peu hétérogène selon les départements. Quoi qu'il en soit, la première on va dire les premières premières des attentes à avoir de votre projet CA avec une communauté 360, c'est que la communauté 360 vous ait identifié et en tant que membre cœur puisse orienter les personnes qui en auraient le besoin sur une démarche CA, orienter vers le dispositif existant. Ça peut être, selon les partenariats, s'amplifier davantage si la communauté 360 elle-même a, en lien avec les dispositifs APV faciliteurs de choix de vie, l'accompagnement à l'expression du projet, des recherches, et soutenir cela. Pour illustrer plus concrètement, je ne sais pas si Madame Munoz voulait présenter, c'est qu'en département 64, malgré que la communauté 360, on attend tous un cahier des charges national qui finalement a été abandonné au niveau national, mais qui est le cahier des charges de 2021 est toujours d'actualité, et on va essayer de relancer les communautés 360 sur au moins la première des réponses à avoir, et d'orienter et de trouver des solutions que les personnes sollicitent. Et en 64, c'est ça, Madame Munoz, vous avez Oui. la porte d'entrée pour solliciter l'équipe. Oui, exactement. Du coup, c'est la com qui nous réoriente les personnes avec déjà des éléments de la situation. Et nous, c'est ce qui nous permet en équipe donc de discuter de la situation pour savoir si en fait ça entre dans nos missions, ou si là on se dit, parce qu'on parlait de prioriser justement les actions, ou si on se dit, là, c'est un petit peu bancal entre nos missions, entre les demandes. Donc, effectivement, ça permet quand même d'avoir un visu sur la situation. Après, nous, on a relevé que le temps qui était dédié à la personne sur la com est peut-être trop peu pour nous orienter les personnes ensuite. Parfois, ça peut être difficile d'avoir les demandes qui arrivent au fur et à mesure. D'accord. Oui. Question de flux et d'importance de sollicitation. Oui. OK. D'autres, comme ça fonctionne différemment d'un département à un autre, je ne sais pas si le Lot-et-Garonne, je ne crois pas que le dispositif départemental, quelqu'un de présent ou non, parce que le Lot-et-Garonne, c'est le GCSMS Lot-et-Garonne qui porte la communauté 360, et qui est là pour le coup avec une équipe dédiée
très très étroitement liés, c'est GCSMS et les partenaires du département qui coportent et la communauté 360 et en lien avec des groupes d'entraide mutuelle, des intervenants pairs qu'ils ont recrutés dans l'équipe aussi pour accompagner les personnes qui sollicitent, et du coup la mise en activation de l'équipe CA ou des ressources se fait de manière très étroite avec l'équipe C360. D'autres modalités de coopération avec la communauté 360, si elle n'a pas les ressources suffisantes pour être, comme en Pyrénées-Atlantiques, la première porte d'entrée pour activer la mission départementale, ça peut être les groupes de travail. Les C360 ont une mission d'animation territoriale, et celles qui l'ont mise en place, ça peut être des groupes de travail dédiés sur l'accessibilité, l'autodétermination dans toutes ses formes possibles, et faire et porter ce rôle en lien avec les SPDA aussi. Ça peut être assez complexe, mais assez opérationnel, que de créer un groupe de travail thématique sur l'autodétermination et la CA1 dans un département qui ferait office de comité territorial trimestriel, valorisant la cartographie des experts à identifier au fur et à mesure, etc. Donc ça peut être cette idée-là. Et Madame Noireau qui écrit, vous pouvez intervenir si Monsieur Noireau, Emmanuel. Oui, bonjour. Non, c'était Bonjour. juste pour rebondir en disant que la communauté 360 Gironde est ouverte effectivement à travailler avec la CA, avec l'ARI notamment. Voilà. Donc, je demanderai aux acteurs de la C360 de se mettre en contact avec l'ARI. C'est déjà le cas, hein, Monsieur Noireau. Oui, il me semble. On les a rencontrés, on a une convention de membres de chœur. Enfin voilà, c'est déjà bien entamé en tout cas. Mais c'est parfait, c'est parfait. Oui, c'est déjà le cas aussi avec l'équipe Éclat de Gironde. Hein. On s'est déjà rencontrés, même si on n'a pas formalisé encore de convention, mais on s'est rencontrés. Très bien. Merci Madame Salmon aussi pour les équipes Éclat qui sont mobilisées et en lien avec les C360 qui en plus sur la Gironde, il y a pour info, c'est ça, hein, il y a même des groupes de travail qui se mettent certainement en lien sur la pérédance, les dispositifs de répit, où les thématiques sont très riches. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à approfondir sur autant sur les modalités ou les projets ou... J'avais vu, je ne sais pas si c'était une main qui s'est terminée. Monsieur Bouquet, vous aviez levé la main, puis rebaissé au final, c'est bon, ok. Ça me fait penser, Monsieur Bouquet, qui, avec l'APF, porte un dispositif Intime Agir, aussi en Nouvelle-Aquitaine, avec tous les dispositifs de droit commun. Vous l'avez, si vous ne l'avez pas identifié dans l'instruction nationale, tout ce qui est accessibilité à une vie intime, affective et sexuelle, et à la parentalité. Voilà, vous êtes mentionné avec Caparent aussi, donc pour la parentalité des personnes, comme un des dispositifs qui peut être ressource en termes d'accessibilité à une vie intime dans les établissements comme dans la vie de tous les jours. Merci de le rappeler. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite, hein, je relève la main, mais je le fais mécaniquement. Ça montre quand même que notre sujet, il est transverse à tous les sujets et que la difficulté, c'est s'intégrer. En gros, c'est de travailler en communauté plus en silo. Et je dis ça pour ma paroisse, hein, je prêche à l'occurrence pour ce que je représente aujourd'hui, mais j'ai bossé dans d'autres groupes, la Croix-Rouge ou d'autres assos, et je pense qu'on a tous un peu les mêmes difficultés, même si ça s'améliore. Bon, pour autant, Madame Mandibourg, vous le disiez tout à l'heure, je pense que la logique d'approche territoriale, de subsidiarité finalement d'un dispositif comme celui-ci, mais comme le VIAS, parce que finalement la vie intime, elle ne se passe pas dans un siège, dans une région, dans un établissement, elle se passe au plus près du besoin des personnes, elle est clé. Donc je pense que ce type d'appel à projet est une opportunité de plus pour essayer de s'intégrer dans le bon sens du terme, les uns et les autres, sur ces logiques de subsidiarité. C'est peut-être mon verbiage est un peu trop verbier, mais en même temps, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre
d'arriver à faire que la CA soit transverse à tous les sujets, y compris la vie intime, que hip-hop, que je connais bien pour l'avoir porté nationalement, devienne un réflexe et qu'on utilise beaucoup plus l'expertise d'usage des personnes. Voilà. Et je pense que ça nous challenge tous aujourd'hui. Et cet appel à projet devient un levier pour aussi réinterroger nos pratiques interassociatives. Et bon, encore une fois, je m'excuse peut-être d'enfoncer des portes ouvertes, mais on ne se connaît pas. Donc c'est aussi l'occasion de dire que notre volonté, c'est de réfléchir opérationnellement à ces enjeux de coopération locale et de subsidiarité. Tout à fait. Et s'ils ne sont pas mentionnés, où j'ai un trou de mémoire, mais je crois qu'ils sont mentionnés ici quand même, les équipes ERHR, donc les équipes relais handicap rare. Donc c'est comme vous dites, assez transversal, et la mobilisation sans subsidiarité des équipes en place qui ont déjà apporté la CA aussi, sont à mobiliser, et comme les équipes éclatent, ça me permet de faire la transition. Madame Salmon, vous vouliez intervenir à nouveau? Oui, je voulais rebondir sur ce qui venait d'être dit. Il est parfois, même si on a de la bonne volonté d'intervenir en complémentarité, c'est pas toujours facile. Pour le cas des équipes éclats, donc on a créé un collectif à 3 équipes éclats qui consistait surtout en un partage de ressources matérielles et de ressources techniques que l'on se partage pour réaliser les essais de solutions de CAA, en particulier sur des nouvelles technologies essentiellement. Les équipes éclats ont été mises en place partout en France pour répondre à des situations qui n'étaient pas forcément accompagnées par des ESMS, parce que nous avons beaucoup de demandes de personnes qui sont à domicile, de nombreuses demandes aussi en CA pour des personnes qui sont à domicile, qui n'ont pas les mêmes profils que les personnes que l'on a pu citer au cours de notre entretien de ce jour, hein, qui n'ont pas des profils établissement. Ça peut être des personnes âgées qui ont eu des ablations des cordes vocales, des personnes qui ont des cancers du pharynx et qui sont à domicile et qui n'iront jamais en ESMS et qui n'ont pas d'équipe dédiée pour les accompagner. Et notre projet était essentiellement tourné vers ce public. Or, l'expérience nous montre qu'on a énormément de demandes des établissements qui n'ont pas forcément les ressources matérielles et qui nous sollicitent ECLA pour les accompagner dans le choix des solutions auprès des enfants ou des adultes qu'ils accompagnent. C'est un problème aujourd'hui pour nous parce que ce public finalement vient activer ou emboliser notre fil actif de personnes en attente qui sont à domicile. Donc nous essayons au mieux d'y répondre, de conventionner avec les établissements qui nous sollicitent et d'intervenir sur des temps très courts, juste sur une expertise technique, mais encore faut-il que l'établissement ait les moyens en suivant de prendre en main le matériel, de paramétrer et d'accompagner. Mais voilà, c'est pas si simple, on souhaite bien ce travail de complémentarité, mais ça dévie un peu de notre projet initial et on est un petit peu embolisé par les demandes des établissements aujourd'hui. Je ne sais pas si cela s'envisage pour rebondir dans l'idée, non pas utopique, mais un projet à moyen ou long terme, c'est que la banque d'outils tech CA disponible sur un département soit en fait alimentée comme un panier commun de tous les opérateurs qui ont soit créé, soit su utiliser, et que la mission départementale représenterait le fédérateur et qui les valoriserait et qui pourrait être mobilisable, identifiable. Un peu comme cela fonctionne dans l'économie sociale et solidaire, ces services d'échange locaux qui sont tout à fait dans l'esprit qui est porté implicitement dans ces missions départementales. Il y a cette fédération de paniers communs avec, je répète ce terme, de système d'échange local où chacun, avec son expertise, alimente ce que les autres n'ont pas comme ressources. Donc il y a aussi cette idée à la fois de solidarité et d'expertise professionnelle à valoriser de tous ceux qui les portent, qu'ils soient encore une fois professionnels ou associations de famille. Ou je reprends l'exemple pour peut-être les 5 dernières minutes, s'il n'y a pas d'autres questions. C'est vrai que là, chaque dispositif existant a déjà, par une porte d'entrée, commencé à mettre en place des actions. Peut-être celle d'une rive à l'autre qui coportent en Gironde, là, c'est ça, qui ont commencé à créer et à valoriser un carnet de santé en CA qui peut être tout à fait utilisable et déployable. C'est en train d'être communiqué dans les réseaux sociaux. C'est ça, hein, Madame Nibourg, c'était pour valoriser, puis peut-être pour alimenter les idées
de mise en œuvre concrète qui ne nécessite pas forcément, sans être péjoratif sur le terme de temps ou de recherche ou de la part de l'équipe experte elle-même, mais qui a mobilisé l'expertise de l'association de familles expertes en CA et qui a déjà créé des outils depuis longue date et qui peut être utilisé et mise en ressources très facilement auprès des professionnels. Oui, c'est un passeport de communication santé, Le effectivement, passeport. sur lequel de plus en plus, il y a un partage de cette ressource à un niveau national. Donc, c'est très intéressant. Et effectivement, je pense que c'est vers là qu'il faut qu'on se dirige, de façon aussi à s'économiser et à pas passer du temps à réfléchir à de nouveaux outils là où il en existe dans différents domaines. Je pense à la question de la douleur, où il existe déjà beaucoup de choses. Enfin, voilà, effectivement, l'idée de pouvoir constituer des ressources partagées à terme est une ambition que je trouve intéressante et qu'à mon avis, il faut garder en tête. Voilà, sur cet aspect, peut-être, merci. S'il y a d'autres outils à valoriser ou à échanger, je comptais mettre et afficher des dispositifs existants, voilà, comme MCA qu'on a vu tout à l'heure. Vos coordonnées, est-ce que vous êtes OK peut-être pour les transmettre? Vous êtes affichés, on peut vous solliciter, les candidats d'autres départements pourraient vous solliciter. Et puis, dans tous les cas, comme je soulignais tout à l'heure, lorsque vous avez déposé une esquisse de projet ou directement vous avez le mail sur l'appel à candidature qui est publié sur le site de l'ARS, vous avez notre mail générique où, que ce soit la délégation départementale ARS ou nous-mêmes au siège, on va recevoir votre questionnement, votre sollicitation, et on va vous y répondre évidemment en suivant. Il nous reste 2 minutes sur Ouais. Monsieur Bouquet. Ouais, une dernière remarque, puisque en vous écoutant, je me suis souvenu que la PF France Handicap avec un Tech Lab, et je suis allé vérifier, mais ils ont identifié bon nombre d'outils en open source accessibles. Donc ça fait une base de données supplémentaire. Et normalement, les CRA et ou le centre expert ont également en ligne des bases de données, des bibliothèques. Enfin, nous, on faisait ça en Ile-de-France, mais je pense que ça existe aussi en Nouvelle-Aquitaine. Déjà identifié bon nombre d'outils accessibles, et évidemment en open source. Donc on a déjà de la matière. Et encore une fois, vous avez peut-être déjà tous accès à ça. Je le pose là et puis vous prenez ou pas, mais je le dis. Merci. Vous êtes une des ressources aussi. On sait qu'il y a APF ou d'autres associations qui peuvent mutualiser soit les sites ou les ressources CA qui existent. Isaac francophone également. Alors, il y a d'autres messages. Oui, Tech Lab qui existe. Sur ce point-là, s'il n'y a pas d'autres questions, il est pile 14h30. Sur le timing, on est bon. Puis pour la suite, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter via le mail s'il y a des questions qui viennent prochainement. Je vous remercie encore pour votre Merci. participation, pour les échanges. Merci aux professionnels qui portent les dispositifs déjà existants aussi, d'avoir pu alimenter les échanges et sous forme de questions-réponses. Je proposerai un compte-rendu. On pourra aussi vous partager. J'ai la liste des personnes qui ont pu participer. Teams sert aussi à ça, non pas à vous tracer, mais pouvoir partager les comptes rendus ensuite. Et on en créera une petite foire aux questions qui sera mise en ligne. J'essaie de faire ça dans la quinzaine, qui sera partagée sur le site où l'appel à candidature est publié aussi.